première récupération en ligne pour Terre et Espace. Bien, première récupération en sciences ST. Donc, aujourd'hui, ce que je vais faire, je ne la ferai pas en direct au complet parce que c'est long et ça va commencer trop tard. Donc, je vais en faire un petit bout cet après-midi, dans le fond. Puis, je vais vous mettre ça sur Teams. Puis, le reste, ce que j'aurai pas le temps de faire, on le finira ensemble vers 8 heures. Donc, il va y avoir déjà une partie disponible. Puis, si vous avez des questions, je pourrai y répondre dans la partie en direct tantôt à 8 heures. Donc, comment je procède? Je prends votre guide d'études, je passe au travers l'ensemble du guide d'études, puis en arrière, j'ai mon cahier ouvert. Donc, si jamais là, je veux venir faire référence à des parties du cahier, je pourrais le faire. Je vais faire aussi des dessins là, à l'intérieur de mon guide d'études. Alors, première partie, là, on parle du sol. On dit connaître et comprendre les différences entre les minéraux et les minerais. Ça, c'est à la page 236. Alors, je vais juste aller voir ici 236 qu'on dit. C'est là. Donc, il faut savoir qu'un minerai, c'est une roche suffisamment riche en minéraux d'intérêt et un minéral, c'est une substance qui est intéressante, donc qui a des propriétés physiques et chimiques spécifiques. Ça veut dire par exemple qu'elle va être, je sais pas, le magnétique, ou encore qu'elle va être de couleur or, si c'est de l'or, ou encore des propriétés chimiques, là, ça peut être un ou plusieurs éléments, ça va dépendre du minéral qui nous intéresse. Un minéral et des minéraux, c'est la même chose, ok? Minéral, minéraux, c'est pareil. Minerai, c'est une roche dans laquelle il y a un minéraux. Donc, par exemple, si je dis ici, là, je vais faire un dessin, ça va être vraiment lettre, là, mais peut-être que ça va aider certains à comprendre. Donc, par exemple, j'ai un minéral comme ça, là, il est bleu, là, ok? Puis je sais pas, là, je sais pas c'est quoi c'est, on va l'appeler de l'azulite. Ça n'existe pas. Okay? De l'azulite, ça n'existe pas. Il y a des propriétés, ok? Il est bleu, il est magnétique, il réagit à l'acide, peu importe, on s'en fout de ses propriétés. Ça, c'est un minéral au singulier. Et au pluriel, on va dire que c'est des minéraux. OK? Et là, si je m'en vais dans une mine et que je trouve une roche, ça c'est une roche, puis dans la roche, il y a un petit filament là, comme ça là, d'azulite. Bien, cette roche-là, ça en fait un minerai. Ça veut dire que quand tu vas dans une mine, par exemple, d'or, c'est pas comme une grotte toute faite en or, là. C'est une grotte dans laquelle il va y avoir des minerais. Donc, il va y avoir des roches avec des filons d'or. Fait que ça, c'est la différence entre minerais et minéraux. Ensuite, on sort de sujet. Donc, connaître et comprendre la définition du pergélisol. Donc, le pergélisol, qu'est-ce que c'est? Page 238. Le pergélisol, c'est un sol qui est resté gelé pendant au moins 2 années consécutives. Donc, on dit ici que le pergélisol représente 20% des terres immergées de la planète. Ce qu'il faut que tu comprennes, là, que c'est le pergélisol, le sol, il est gelé. Là, du sol gelé, tu ne peux pas faire vraiment de culture là-dessus. Là. On s'entend, tu le sais, là, les plantes, ça leur prend un sol qui n'est pas gelé pour être capable de pousser. Ça, c'est des notions qu'on a innées, là, ben, acquises, là, mais que tout le monde, là, tu sais ça. Et là, quand on parle 2 années consécutives, c'est pas 2 hivers consécutifs. Ça veut dire que ça fait 2 ans qu'à tous les jours, ce sol-là, il est gelé. Ça, on appelle ça le pergélisol. Après ça, un petit peu plus loin, ah non, on n'en parle même pas. Là. Donc, c'est ça, là, la définition, comprendre c'est quoi un pergélisol, c'est ça le pergélisol. Ce qui va arriver avec le pergélisol quand il va dégeler, mais il va y avoir des déséquilibres. Okay, ça, je vous en avais parlé. Donc, il va y avoir un dégagement de gaz à effet de serre parce qu'il y a des gaz à l'intérieur du pergélisol qui vont sortir. Il va y avoir instabilité du sol parce qu'en dégelant, ben, il va comme être plus pareil. Déséquilibre des écosystèmes, mais vu qu'il dégèle, ça veut dire qu'il fait plus chaud, ça veut dire qu'il y a des plantes ou des animaux qui vont se retrouver là qui n'avaient pas d'affaires là au départ. Donc, c'est ça, le pergélisol. Je continue, ça va bien nos affaires. Connaître les horizons du sol. Yeah. La misère à passer à mon petit surligneur sur mon iPad. Connaître les horizons du sol et être en mesure de les placer sur un
schéma, ça c'est à la page 237, 234. Là, je te le dis, là, ça se pourrait très bien que dans un examen qui pourrait avoir lieu demain, il y a un schéma comme ça. Puis je te demande de nommer les horizons du sol. Donc, l'horizon la plus haute, celle qui est la plus à la surface de la Terre, c'est la couche superficielle. Ensuite, en A, c'est la terre arable, ici. En B, ici, c'est le sous-sol. Ensuite, on a la roche-mère non altérée. Puis après ça, on a la roche-mère fragmentée. Peut-être que tu vas voir une petite notification de courriel. Non! Wow, merveilleux, super ça. Je vais te faire un petit dessin. Puis on va regarder ensemble les caractéristiques. OK, donc, voici notre planète Terre. Wow, c'est beau! Ça c'est notre planète Terre. Okay? C'est comme juste la roche de la planète Terre. Sur la roche de la planète Terre, avec le temps, il y a eu de l'érosion. Puis il y a eu des petites bactéries, puis des petits animaux qui ont, surtout des bactéries puis des insectes, là, qui ont altéré cette roche-là. Et là, les petites bactéries et les animaux, ils se sont mis à vivre sur la roche, comme ça. Puis là, dans le fond, à faire à rejeter des déchets organiques. Fait qu'avec le temps, c'est mis une grosse couche de terre de plusieurs sortes. Fait que c'est ce qu'on va regarder ensemble. Ça ici, là, on appelle ça la roche-mère. Fait que la roche-mère, c'est un cap de roche. C'est de la roche, OK? Mettons, là, sur le bord de l'eau, tu vois de la... Genre ici, là, il y en a là, des capes de roche sur le bord du fleuve. C'est la roche-mère, OK? Des fois, tu vas en voir, là, mettons, là, tu vas en montagne, puis tu vois comme un cap de roche, ben c'est de la roche-mère qui va être là, OK? Souvent, là, souvent. Ensuite, dans le sol de cette section-là, il va y avoir des bouts de roche assez gros, comme ça, OK? Ça, on appelle ça la roche-mère fragmentée. Donc, le rôle de la roche-mère fragmentée, c'est de tenir le sol. OK? Là, par-dessus ça, là, il y a comme, tu sais, voilà comme un espèce de gâteau avec plein d'étages de crémage. Donc, il va y avoir quand même, tu sais, beaucoup de crémage par-dessus. Fait que là, c'est important d'avoir quelque chose qui est bien solide. Ça, c'est la roche-mère fragmentée puis la roche-mère. Ensuite de ça, on a le sous-sol. Facile à retenir. Sous-sol. Ça. Ouais, c'est ça. Je ne vais pas me tromper, j'aurais l'air tweet. Donc, le sous-sol, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? C'est de la terre, mais c'est de la terre avec beaucoup de minéraux. Pourquoi beaucoup de minéraux? Ben, c'est proche de la roche. OK? Là, on a vu là, que des minéraux, là, c'est des extraits là, de quelque chose d'intéressant. Fait que là, les minéraux, ils sont proches de la roche. Le sous-sol, c'est ça qu'il y a à l'intérieur. Les minéraux, ils sont essentiels, puis ils vont éventuellement remonter dans la terre arable pour nourrir les végétaux. Okay? Donc, tout ça est en relation. Par-dessus ça, on a la terre arable. Arable, hein? Pas terre arabe. A-R-A-B-L-E. Faut que tu le saches qu'il y a un L ici. La terre arable, qu'est-ce qu'elle a à l'intérieur? Ben, ça aussi, c'est de la terre, mais elle a plein de déchets, des matières organiques. Fait que là, c'est comme plein de trucs en décomposition. Là. Mettons des insectes, d'autres plantes en décomposition. Ça aussi, là, c'est super pour nourrir les végétaux. Ensuite, on a ce qu'on appelle la... Je vais la mettre en rouge. La couche superficielle. Ouais, c'est ça. Donc, on a la... Ah, j'ai peut-être une couche de trop. J'en ai-tu fait 5 ou donc? 1, 2, 3, 4. Ah, ben oui. Couche superficielle par-dessus. On va faire tout en rouge. Elle est beaucoup trop grosse, là, ça sera pas bon. Je vais faire ça comme du monde. Oh, c'est là. Partiel. Donc, je vais juste m'effacer une partie de mon sol. Voilà. Ici, on a la couche superficielle. Superficielle. Fait que dans la couche superficielle, c'est là-dessus que vont reposer les plantes.
Fait que là, ici, là, par exemple, là, j'ai un superbe pissenlit-vert, comme ça. Fait que le pissenlit-vert, il va pousser là, dans la couche superficielle qui est composée de plein d'humus. L'humus, là, c'est des feuilles mortes, c'est comme des résidus de branches, des résidus d'insectes. C'est vraiment comme à la surface de la terre, ok? C'est même pas de la terre, là. C'est plus comme une espèce de grosse couche dense de déchets organiques, ok? Ça, c'est l'humus. On appelle ça la couche superficielle. Fait que là, les plantes, ils vont comme être sur la couche superficielle, puis leurs racines vont descendre dans la terre arable. Fait que grâce à la terre arable, les plantes vont pouvoir aller faire descendre leurs racines. Puis là, maintenant, même là, certaines plantes, il y a certaines racines qui sont tellement grandes qu'ils vont descendre jusqu'au sous-sol, comme ça. Ces couches-là, tu sais, des fois, là, ils sont super épaisses, là, mais des fois, ils peuvent être très, très minces. Là. Fait que là, on peut avoir comme une couche superficielle ici, petite couche de terre arable, petite couche de sol, roche fragmentée, roche mère en dessous. Puis là, ben, mon même pissenlit, là, ici, mon beau petit pissenlit vert, ben là, il n'y a presque pas de place pour ses racines. Okay? Ça se peut aussi, là. Tu le sais, là, des fois, sur la roche, il n'y a presque pas d'étage de sol. Okay? Fait que c'est pas nécessairement toujours un gros pâté chinois. Là. Des fois, il y a moins de choses en dessous. Ensuite, on vous dit ici, connaître et comprendre les conditions qui favorisent un sol fertile. Ça, c'est à la page 235. Fait que les conditions qu'il faut connaître, là, c'est celles-là. Riche en minéraux et en matière organique. pH neutre, puis contient une bonne proportion adéquate d'eau et d'air. Ce sont les 3 caractéristiques essentielles à connaître. Riche en minéraux et en matière organique, avoir un pH approprié, puis contenir de l'eau et de l'air. Okay? Super important. Faut que tu le saches, ça va? Faut que tu saches aussi que si je donne de l'engrais, ben là, je travaille sur riche en minéraux puis en matière organique. Faut que tu saches que si tu donnes de l'eau, ben ça veut dire que tu t'assures qu'il y a une proportion adéquate d'eau. Si tu mets des insectes qui vont creuser des trous, ben ça fait une bonne proportion d'air. Okay? Puis le pH approprié, là, souvent, on va comme le balancer, si vraiment on a un problème, là, on va le balancer avec des plantes. Okay? Je n'irai pas te demander comment faire en sorte qu'il y ait un pH approprié. Mais là, arroser le sol puis mettre de l'engrais, ça, je pense que tu es en mesure de bien le comprendre. Ensuite, être en mesure de comprendre les effets de l'exploitation minière sur l'environnement. Il faudrait là, que tu sois capable aussi d'en nommer. Ça, on est à la page 235. Fait que savoir que l'exploitation minière, là, ça peut créer de la déforestation parce que si tu veux créer des mines, ben il va falloir que tu enlèves des arbres pour être capable de creuser le sous-sol. Il faut que tu saches aussi qu'il peut y avoir une compaction des sols. Okay? Compaction, ça veut dire comme écrasement. Le sol devient de plus en plus compact et dur parce qu'on a beaucoup, par exemple, de camions qui vont passer à cet endroit-là. Utilisation de grandes quantités d'eau pour nettoyer les minerais, OK? Puis même à l'intérieur des mines. Donc, ça aussi, c'est un impact environnemental des mines. Puis diminution de la diversité aussi, là, parce qu'on va détruire l'écosystème pour créer des mines qui sont ici. OK. Ensuite, donc ça, c'est pour les sols. C'est les choses à savoir pour les sols. Il n'y a pas tant d'affaires, là, regarde ici. Minéraux et minerais. Le pergélisol, c'est gelé pendant 2 ans. Les horizons du sol, on l'a vu. Puis de les placer sur un schéma. Puis connaître aussi, là, certaines, tu sais, être capable comme de les identifier, là, savoir lequel est lequel, pas juste sur le schéma. Identifier. Connaître les conditions qui favorisent un sol fertile. pH. On a dit eau et air. Puis on a dit matière organique. Puis on a dit aussi minéraux. Puis on a dit aussi l'exploitation minière sur l'environnement, ben là, ça compacte le sol, grande utilisation d'eau, déforestation, destruction des écosystèmes. OK, ensuite, on passe au bassin versant. Oh, c'est pas ce que je voulais, c'est pas grave. Ça va rester comme ça. Comprendre le phénomène. Changer de couleur. Comprendre le phénomène des bassins versants et identifier les impacts possibles. Et ensuite, comprendre et connaître les termes amont et... Voyons, pourquoi ça... Amont et aval et être en mesure de les utiliser pour décrire un bassin versant.
Donc, à l'examen, ce qui pourrait arriver, c'est que, par exemple, je vais changer de couleur. Ok, c'est trop d'ouvrage. Bon, faire un beau petit dessin encore une fois. Donc, par exemple, ça ici, là, c'est une belle montagne. Regarde ici, là, ma belle montagne. Puis là, il y a un petit cours d'eau qui va passer ici. Piou, 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 piou. Une belle rivière qui va descendre. Puis la vallée, là, jusque ici, là, c'est le fleuve ou la mer, peu importe. Voilà, ici. Et là, il y a plein de belles petites maisons un peu partout. Il y a des arbres, forêt, comme ça ici. Waouh, c'est beau! Ici aussi, il y en a. Ça, c'est de la forêt. Alors, des buissons, là, mais c'est plus de la forêt parce que tu vas voir ma taille de maison après, là. Puis là, j'ai une personne qui habite ici. Comme ça. Ça, c'est sa maison. Sa petite cheminée. Puis j'ai une personne qui habite ici. Il y a une plus grosse maison. Ça. Avec sa porte. Son toit. Plus grosse maison, mais toit moins joli, mettons. Puis voilà. Fait que ça, c'est sa maison aussi. Waouh, c'est très beau. OK. Alors, ce qu'il faut savoir sur les bassins versants. Puis là, je te dis, mettons, là, lui habite au sud, puis lui habite au nord, juste pour te mêler. Bon, les bassins versants, ça descend pas du nord vers le sud. L'eau va couler selon la topographie, selon le terrain. Fait que l'eau va couler là, de l'endroit où est-ce que c'est le plus haut, OK? Mettons en haut de la côte, puis va descendre en bas de la côte, OK? Donc, ça veut dire que si, par exemple, le petit monsieur qui habite, ou la petite madame, là, on s'en fout, là, la personne qui habite ici, il est pas fin. Puis là, cette personne-là, là, elle jette genre son huile à moteur, ce qui est pas fin, dans le ruisseau. Ben, ce polluant-là, il peut contaminer l'eau qui passe devant la maison ici. Ici, jusqu'à ici, dans l'eau. Okay? Pourquoi? Parce que les polluants, ben, ils vont descendre topographiquement le long là, du bassin versant. Donc ça, là, le fait que le cours d'eau se déplace et va venir se jeter dans ce cours d'eau qui est plus grand ici, c'est ça un bassin versant. Maintenant, il faut que tu connaisses amont et aval. Donc amont, c'est plus haut, puis aval, c'est plus bas. OK? Donc, l'amont, ça veut dire plus haut que, puis aval, ça veut dire plus bas que. Fait que là, on pourrait dire que le petit monsieur ici, il vit en amont de la maison qui est là. Mais on peut dire aussi que la maison qui est là, pardon, elle est en amont de, je sais pas, là, du kayak. Ah, t'avais pas venir le kayak. J'ai un beau kayak ici. Fait que la maison là, elle est en amont du kayak. OK? Mais la maison là, elle est en aval de la maison qui est là. Fait que amont, ça veut dire plus haut que. Haut que. Puis aval, ça veut dire plus bas que. Ça aussi, il faut le savoir. Fait que là, si mettons, je te demande comme. Johnny, il vient de déverser son huile à moteur dans le ruisseau. Puis Johnette, elle habite ici dans la maison. Est-ce que son eau va être contaminée? Puis là, je te dirais, par exemple, utilise les termes aval puis amont. Mais là, il faudrait que tu me dises, Johnny habite en amont du bassin versant. Donc, si il déverse son huile à moteur dans le ruisseau, Johnette, qui habite en aval du bassin versant, va être touchée. Et c'est ce qu'on veut savoir avec les bassins versants. Voilà. Donc, c'est ça ici, là. Connaître, comprendre les termes amont-aval, être en mesure de les utiliser pour décrire un bassin versant, puis comprendre le phénomène des bassins versants et identifier les impacts possibles. Quand on parle d'impact possible, on parle de ça, là. Qu'est-ce qui peut arriver s'il y a un déversement? Ensuite, les courants, effets de serre, je vais regarder quelle heure. OK. OK, ben je vais continuer avec ça ici. Donc, les courants. Comprendre la différence entre un courant de surface et un courant de profondeur, puis ensuite comprendre ce qu'est la boucle thermohaline et les facteurs qui l'influencent, salinité,
et température. OK, on va faire la différence avec tout ça. Ça va bien, cette récup, ça va bien. Je pense que je vais être capable d'en faire quand même un bon bout là, avant que je doive arrêter. Donc, toujours dans des beaux petits dessins, on va faire la mer. Donc ça, c'est l'océan. Ça sera pas long. L'océan se dessine. Puis, au fond de l'océan, il y a une couche de roches. Peu importe, là, de roches, de sable, on s'en fout. Et si c'est le fond de l'océan, c'est juste pour que tu saches. À la surface de l'océan, si on va le voir tantôt avec les fronts et tout ça, là, mais tu sais, là, il y a des vents qui soufflent. Donc, il y a plein de vents qui soufflent dans des directions, dans d'autres, et c'est ça. Donc, à la surface de l'océan. Ces vents-là, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont souffler la partie supérieure de l'océan, puis des mers, OK? Donc, ils vont comme, non seulement, là, ils vont prendre les petites particules d'air qu'il y a à cet endroit-là, ils vont les amener avec eux, les vents, mais ils vont faire la même chose pour l'eau. Ils vont faire la même chose pour les feuilles. Ça, c'est une affaire que tu sais, là, le vent, comme, emporte des trucs. Donc, le vent emporte aussi la première couche d'eau à la surface des océans. Et ça, c'est cette couche d'eau emportée par les océans. C'est un courant, oh, c'est gros ça, de surface. En plus d'un courant de surface, il y a des courants de profondeur dans l'eau. Et là, les courants de profondeur, ils n'ont pas rapport avec les vents qui vont déplacer les couches d'eau. Les courants de profondeur, ils vont avoir rapport avec deux éléments importants. La salinité, donc ça, c'est la quantité de sel. Ça, là, c'est une salière. Quand, pas ma plus belle salière à vie, là. La quantité de sel, donc la salinité, et la température de l'eau. Donc, plus la température de l'eau est chaude, plus l'eau va monter vers la surface. Donc, plus l'eau est chaude, plus elle monte vers la surface. Plus elle est froide, plus elle va descendre vers le bas. Okay? Donc, déjà, là, tu peux t'imaginer là, que ça fait comme une boucle. L'eau chaude comme ça, puis là, l'eau froide va redescendre vers le bas comme ça. OK? L'autre chose, c'est que plus l'eau, elle est salée, plus elle va être lourde. Et plus elle va descendre vers la surface. Et moins l'eau est salée, plus elle est légère, plus elle va monter vers la surface. J'ai dit descendre vers la surface, mais descendre vers les profondeurs, puis elle va monter vers la surface. Donc, qu'est-ce qui peut faire que l'eau chaude remonte vers le haut? Ben là, c'est sûr, quand c'est chaud, ça monte. Mais comment ça se fait qu'un moment donné, ça va comme se refroidir ici? Donc, à quel endroit est-ce que l'eau pourrait se refroidir? Oh! Vers les pôles! Alors, l'eau, ça c'est la planète Terre. Ça c'est l'Amérique. L'Europe et l'Afrique. C'est absolument super, mon affaire. Alors, l'eau chaude, quand elle va monter vers la surface, ici, là, vers les pôles, là, elle va se refroidir parce qu'il fait super froid aux pôles. Fait que l'eau chaude ici, à la surface, là, elle va devenir de plus en plus froide, puis elle va retomber vers les profondeurs et par le fait même redescendre comme ça ici, parce que là, l'eau chaude va comme être poussée comme ça, puis l'eau froide va être poussée comme ça. Fait que ça, c'est une partie de la boucle thermohaline. Okay? L'eau chaude remonte vers la surface. Quand elle rejoint les pôles, elle refroidit. Elle retombe vers la profondeur. Puis là, éventuellement, elle va se retrouver vers l'équateur qui va la réchauffer de nouveau pour qu'elle remonte. OK? L'autre chose qui va arriver, c'est que l'eau chaude, en remontant puis en arrivant vers les pôles, elle va geler. Ça, c'est de la glace. Donc, en gelant, elle va devenir de plus en plus salée parce qu'il y a moins de sel qui peut geler dans l'eau. L'eau salée, gelée, est beaucoup moins salée. Fait que là, l'eau, elle va devenir de plus en plus salée. Wow!
plus en plus salée, plus froide en plus, donc plus froide, wow! Fait que là, c'est double combo pour qu'elle retombe vers les profondeurs et refasse son cycle, OK? Tandis que, ben, c'est ça. Donc, on a deux on appelle ça là, deux critères qui vont influencer la boucle thermohaline. C'est vraiment la température et la salinité. OK? Donc, c'est ce qui explique les courants de profondeur. Alors que les courants de surface, c'est vraiment juste les vents. Donc, c'est ça qu'il faut que tu saches. Différence entre les courants de surface et de profondeur. Courant de surface, c'est les vents. Puis profondeur, c'est salinité et température. Je vais terminer cette première partie avec les glaces. Comprendre connaître la différence entre un glacier et une banquise. Puis après ça, c'est ça. Deuxième partie, elle va être en direct. Glacier et banquise. Alors, un glacier, qu'est-ce que c'est? Je vais redescendre en bas, dans mes beaux dessins. Donc, un glacier, c'est, donc là, ici, comme ça, c'est la terre, ça, c'est l'eau. Puis là, la terre a fait ça de même. Puis là, ça, c'est de l'eau. OK? Ça, c'est de la terre et de l'eau. Donc, le glacier, là, il va être sur la terre ferme comme ça. C'est comme une masse d'eau gelée. Donc, c'est de la glace sur la terre. Ça, c'est le glacier. Le glacier, il est fait d'eau douce. OK? C'est de la glace normale, là, comme de la glace qu'on a ici, l'hiver. OK? Mais il va y avoir comme des méga amonts, des montagnes de glace sur la terre ferme. Ça, c'est un glacier. Tandis qu'une banquise, je vais la faire en rouge, ma banquise. Une banquise, là, c'est comme une masse d'eau de mer qui va être gelée. Donc, ça, c'est la banquise. Donc, la banquise, c'est de la glace sur l'océan. Puis la banquise, elle va être salée. Elle va être faite d'eau salée. Des fois, la banquise, elle va toucher le glacier comme ça. Des fois, non. Des fois, elle va être toute seule, elle ne se touchera pas. Donc, c'est vraiment ça les différences. Okay? La banquise, en général, aussi, est comme plus plate. Puis le glacier, là, il peut faire comme des grosses montagnes full intenses. On se revoit pour la deuxième partie.